Oui. Bonjour, Monsieur Jean Boutin. Merci d'avoir accepté cette entrevue sur l'implication citoyenne pour Solutions démocratiques. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter, vous ainsi que votre liste? Ok. Moi je suis élu dans la ville de Bru. Mhm. Je suis délégué à l'implication citoyenne, c'est-à-dire que je suis pas adjoint, je suis pas non plus simple élu, mais j'ai une délégation. Et cette délégation vise en fait à développer les pratiques citoyennes et démocratiques sur la ville. Avant d'être élu, moi c'est mon premier mandat. Avant d'être élu, j'ai été militant syndical, j'ai un peu été militant politique, mais c'est surtout investi dans les questions démocratiques et politiques depuis que je suis adolescent à des niveaux divers, quoi. Mhm. Ce qui m'intéressait moi dans cette liste, c'était son ADN qui était ce souci de la participation démocratique de la population. Et c'est pour ça que je me suis inscrit dedans. Donc c'est ça qui m'intéressait fondamentalement, Ok. quoi. Voilà. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire les outils par rapport à l'implication citoyenne que vous avez mis en place durant votre mandat depuis 2020? Alors, en 2020, je rappelle que Bru est une ville de 20 000 habitants, et c'est Mhm. pas une ville qui a une tradition démocratique forte, ou même, je dirais, républicaine, comme des villes de cette taille-là, mais qui ont cette taille-là depuis longtemps. C'est-à-dire que Mhm. Bru, c'est un gros bourg paysan qui a triplé de population en l'espace de 30 ans, quoi. Donc, il y a pas cette habitude qu'on trouve dans des villes d'une certaine importance, du débat, de la confrontation citoyenne, etc. C'est-à-dire que c'est une ville dans laquelle, si on veut avoir du débat, d'une certaine façon, faut le pousser, il faut le créer. Et c'était ça la volonté de cette liste, c'était de mettre en avant, de commencer à faire vivre des outils de façon à ce que les gens prennent l'habitude du Mhm. débat public, se rencontrent, échangent leurs points de vue, etc. Donc ce qu'on a essayé de faire, c'est de se faire rencontrer les habitants, et on est parti un petit peu, je dirais, dans cette aventure d'une façon empirique. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va se faire rencontrer les gens. Donc nous, on a commencé par des rencontres de quartier. On est dans une ville de 20 000 habitants, donc il n'y a pas d'obligation légale de créer des comités de quartier, etc. Donc on a voulu le faire. On a fait se rencontrer les gens, on leur a fait dire quels soucis ils avaient dans leur quartier, quels souhaits ils avaient par rapport au fonctionnement, etc., etc., de façon à ce que ils vivent une démocratie locale réelle. Donc ça a remporté un certain succès, ça nous a amené à un certain nombre d'actions pour répondre à tout ça, mais on a découvert en même temps à quel point en fait c'était compliqué et à quel point il fallait Mhm. avoir de la méthode pour ça. Et à l'époque, en 2020, il commençait à y avoir des outils méthodologiques, mais c'était moi qui était quasiment le seul à m'intéresser en termes théoriques à ces questions-là. Je me suis rendu compte à quel point il y avait encore beaucoup d'empirisme. Par contre, ce qu'on a essayé de faire ensuite, on a essayé de on a créé d'ailleurs, on a fait plus qu'essayer, on a créé des comités thématiques consultatifs permanents par rapport à des sujets d'importance dans notre programme. Par exemple, les déplacements à vélo. Par exemple, la question de la création culturelle hors les murs. Mhm. Par exemple, la question des handicapés. Mais ensuite est venue la question de la gestion de l'éclairage nocturne. Et puis une série de choses comme ça. Alors, il y a eu d'autres sujets qu'on a essayé de mettre en place, pour lesquels on essaie de mettre en place des structures, qui étaient notamment la vie associative Mhm. et le bénévolat. Euh, on a eu des difficultés là-dessus, hein, à le faire vraiment vivre. Un autre sujet qui a été la tentative de création d'un conseil local de la Et jeunesse. On voulait pas forcément mhm. un conseil citoyen, un conseil, pardon, municipal des jeunes, donc sous-entendu les écoliers, parce que c'est souvent ça, mais de l'élargir un petit peu. On a eu des difficultés aussi là-dessus. Et puis, mais ces outils-là ont relativement bien fonctionné. Je parle des comités permanents quand même. Et Ouais. puis, on a Et, mis en place d'autres choses mhm. encore. Et, juste avant ça, comment ils fonctionnaient ces comités permanents? C'est-à-dire que c'est n'importe qui pouvait venir ou Alors, il y ce avait une qu'on a fait, sélection? on a fait une démarche classique, c'est-à-dire qu'on a lancé dans la presse locale Mhm. et municipale des avis à volontariat, c'est-à-dire que les Ok. gens se sont
déclaré intéressés par le sujet, et on avait déterminé qu'il y aurait par comité environ, il y aurait 8 habitants, 2 ou 3 associations représentants d'associations locales, 2 élus, voire 3 élus maximum, et un agent de la ville, de façon à ce qu'il y ait une continuité. Et les habitants c'était sur la base du volontariat, et ensuite ils ont été tirés au sort en fonction d'une diversité de critères, c'est-à-dire l'âge, le genre, le lieu d'habitation, c'était important par exemple pour le vélo, parce que c'est une ville assez étendue, et puis un certain nombre d'autres critères, mais de façon à avoir une certaine représentativité. Et on a fait ça pour les différents comités. Donc on veillait à une certaine diversité de la composition. Voilà. Et aussi des âges et des parcours individuels, on va dire. Voilà. Et donc ça garantit une diversité, mais ça garantit pas forcément une diversité suffisante. C'est-à-dire que une chose dont on s'est rendu compte au fur et à mesure, mais ça n'est apparu qu'au fur et à mesure du fonctionnement, c'est qu'en termes de diversité sociale ou sociologique, c'était peut-être pas suffisant. C'est-à-dire que à partir du moment où on se base sur le volontariat, on n'a que les gens qui sont intéressés par le sujet. Oui. Et sur d'autres sujets, plus tard, on s'était dit que ce serait pas mal de pratiquer un tirage au sort systématique sur liste électorale, principalement, c'était dit. Et mais ça, on n'a pas pu le faire. On avait eu un projet là-dessus et ça s'est fait autrement. Ok. Mais on a fait ensuite une évaluation de la participation, là, puisqu'on est en fin de mandat. On a demandé aux gens ce qu'ils avaient pensé de leur participation. Ils étaient globalement plutôt satisfaits. Ils trouvaient qu'on leur avait laissé la parole. Ils avaient pu s'exprimer librement. L'organisation des débats était relativement libre. En même temps, on n'avait pas fait que discuter, mais les gens avaient eu la sensation de participer à des décisions et à leur application, à leur suivi, etc., etc. C'était assez concret. Je vais vous prendre un exemple. Sur le comité piéton-vélo, une des responsabilités, c'est le comité piéton-vélo avait un budget qui lui avait été alloué en responsabilité, donc en codécision, par la commune. Et sur ce budget-là, c'était à eux de décider où est-ce que les appuis vélos allaient être mis pour faciliter l'utilisation du vélo dans la ville, où est-ce que des bancs publics devaient être aussi installés de façon à faciliter l'usage, la marche à pied par les personnes qui pouvaient être âgées ou fatiguées. Et le comité piéton-vélo avec cette responsabilité-là de gérer son propre budget. Mais ils avaient aussi la responsabilité de fixer quelles étaient les priorités d'aménagement des voies cyclables ou des pistes dédiées, des pistes vélo, et aussi des matériaux de signalisation concernant ces pistes-là. Donc il y a eu là-dessus, pour moi c'était assez exemplaire, c'était un exemple type de quasi codécision, quoi. Parce que du coup le comité piéton-vélo prenaient des décisions et après elles étaient automatiquement appliquées ou ça passait derrière en conseil municipal? Comment ça fonctionnait C'était quasiment automatiquement appliqué puisque le budget leur avait été voté avant et à partir du moment où ils restaient dans le cadre du budget et qu'ils ne trepassaient pas leur prérogative, ça posait pas de soucis. Très bien. Vous avez évoqué du coup la question de la diversité des profils. Est-ce que vous voyez d'autres limites à ces outils ou d'autres pistes d'amélioration par rapport à ce que vous avez vécu? Sur la question de la participation, moi, il me semble que le tirage au sort est un élément essentiel. D'autres échos qu'on a pu avoir sur l'utilisation de cette technique-là dans notre ville montrent que les gens sont d'abord très étonnés qu'on les sollicite, parce que c'est pas du tout habituel. Une bonne partie d'entre eux refusent parce que justement ça les inquiète un petit peu ou ça les met pas suffisamment en confiance. D'autres par contre sont interloqués au départ. On peut les accompagner, les élus les accompagnent et ils voient concrètement les avantages que ça leur apporte en termes de conscience de participer à une œuvre collective, à une décision collective, et en même temps la reconnaissance de leur point de vue. Et donc pour moi ça c'est un élément essentiel si on veut remettre en pratique les démarches citoyennes. C'est que les gens ressentent ça profondément, qu'ils aient pas l'impression simplement que ils ont donné leur avis à un moment donné et puis ensuite l'élu ou l'édile local fait ce qu'il veut de cet avis-là, mais que
l'avis qu'ils ont donné, non seulement ils le donnent, il est pris en compte, mais ensuite on leur demande aussi, parce qu'on approfondit le débat, de revenir ou peut-être d'approfondir leur avis, peut-être des fois de le modifier un petit peu, complètement ou à la marge, mais cet avis n'est pas simplement quelque chose qui est jeté dans le débat public et qu'ensuite, qui ne leur appartient plus, mais qu'ils assument en tant que personne cet avis, les arguments qui vont avec, voire l'évolution de cet avis, parce qu'ils se rendent compte que au-delà de l'avis, il va y avoir une conséquence directe de cet avis sur la décision qui va être prise. Et ça, c'est fondamental, ça. Et il faut vraiment que... alors je reviens à l'idée de départ, qui est de dire que celui ou celle qui ne se sent pas a priori en capacité de participer à une décision publique, le fait de solliciter par le tirage au sort et l'accompagnement avec la mise en confiance, c'est quelque chose qui redonne la sensation de participer à la collectivité. C'est fondamental, quoi. Très bien. Et également, est-ce que la réglementation actuelle vous a empêché de mettre certains outils en place, ou est-ce que vous avez pu mettre en place tout ce que vous souhaitiez faire? Alors, je dirais que c'est pas tant la réglementation, parce que la réglementation, en fait, elle offre énormément, il me semble, de possibilités de prendre des initiatives. En tout cas, par rapport aux outils qu'on a imaginés ou qu'on a mis en place. Alors, j'éclaircerai tout de suite parce que ça a été beaucoup discuté, cette histoire-là de référendum d'initiative citoyenne, ou bien de référendum local, ou bien de votation locale. On n'a pas pratiqué ce genre de choses, mais on l'a pas pratiqué non pas parce que il y aurait eu des obstacles réglementaires à ça, mais parce que on a fait le choix de ne pas le faire. Il y a un sujet qui nous a beaucoup occupé, nous, ces dernières années, qui concerne un tracé de transport en commun. Pour avoir l'avis des citoyens sur ce tracé-là, à un moment donné, il a été évoqué de faire un référendum. Et puis on s'est dit, ce projet, en fait, tranche tellement et déclenche tellement d'opposition et de crispation politique, voire idéologique, que si on fait un référendum, on peut très bien avoir un espèce de faux débat, c'est-à-dire que les gens caricature les positions, qu'on n'arrive pas à faire connaître, comme dans un vrai débat démocratique, quels sont les avantages et les inconvénients, parce que c'est un projet sur le long terme et que c'est pas évident de rentrer dedans. Donc on s'est dit, pas de référendum, mais par contre peut-être un jury citoyen. Et donc là, on a proposé un jury citoyen. Sauf que là, on s'est heurté à une réglementation particulière, qui n'est pas une réglementation d'outils, qui est une réglementation de contexte, parce que le projet en question n'était pas un projet municipal, c'était un projet métropolitain. Et donc c'était la métropole qui avait la main sur le type de concertation. Donc c'est pas nous qui avons choisi la concertation, le type de concertation. Et là, il y a une réglementation qui fait que si c'est pas vous qui décidez la concertation, il y a une partie des modes de choix ou de discussion qui vous échappent. En revanche, il y a un outil qui est extraordinaire, c'est le CNDP, qui est donc l'organisation qui organise le débat public sur les sujets d'aménagement du territoire. Et là, il y a un savoir-faire, il y a une méthodologie, il y a une disponibilité, il y a franchement une compétence de la part des gens de la CNDP qui fait qu'on peut s'appuyer dessus pour avoir des véritables concertations et de véritables processus démocratiques. C'est eux qui ont encadré quand même la conférence sur le climat et des choses comme ça. Enfin, je veux dire, c'est du costaud, hein. C'est vraiment... Et là, il faut s'appuyer sur des méthodes comme ça, parce que c'est vraiment très solide. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé. Et du coup, quelles évolutions vous pensez faire sur ce sujet, sur l'implication citoyenne, si la liste est réélue pour le prochain mandat? Est-ce qu'il y a des enseignements que vous tirez de vos différentes expérimentations, ou des choses que vous voudriez expérimenter que vous n'avez pas pu faire? Oui. On veut aller plus loin de toute façon. C'est-à-dire que dans les expérimentations, enfin dans les pratiques qu'on a eues, on a bien vu à quel point la démocratie locale, enfin les pratiques de démocratie locale apportaient des plus, non seulement à la qualité des projets qu'on menait, mais en plus à la pertinence des choix qu'on proposait. Alors c'est vrai que sur certaines sollicitations, les gens qui participent aux décisions à travers les comités permanents ou les concertations diverses sont contents de ce qu'ils proposent. Ceux, par contre, parmi la population qui n'ont pas forcément été concertés et qui voient arriver les décisions qui découlent des concertations sont pas forcément eux contents. Alors, mais
il faut prendre en compte cet élément-là. C'est-à-dire qu'il faut se dire, la décision qui fait suite à une concertation, elle n'est pas forcément définitive. Elle va donner lieu peut-être à des évolutions de comportement. Je pense par exemple à la question de l'éclairage nocturne. Ça, c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les gens parce qu'il y en a certains qui se disent bah oui, vous éteignez ou vous allumez qu'à telle heure, sauf que pendant ce temps-là, il fait nuit et il y a plus d'éclairage de nuit. Moi, je me sens pas en sécurité, etc. Donc, il faut pouvoir adapter la suite. Mais alors ça, c'est l'adaptation de la suite sur les concertations qui ont existé. Mais on a aussi autre chose. Non seulement on veut pérenniser ces concertations, mais on veut en créer des nouvelles sur des terrains qui sont encore plus impactants. Je prendrai un exemple. Tout le monde sait qu'au niveau des budgets des collectivités territoriales, les années à venir vont pas être roses. C'est-à-dire que, bon voilà, on a un plan national, enfin, on a un budget national qui va, au niveau des contributions aux collectivités, va diminuer. On sait qu'il y a un certain nombre d'autres choses comme ça qui vont, qui risquent fort d'être diminuées, et donc les moyens des collectivités risquent de diminuer aussi. Qu'est-ce qui va se passer vis-à-vis de la population? Est-ce qu'on va être capable de leur dire, bah écoutez, on maintient le même type de service, mais compte tenu que les budgets nationaux diminuent, on va être obligé d'augmenter vos impôts? Est-ce que ça va se passer, ça? Donc, alors que, d'une certaine façon, pour pas mal d'habitants, le versement des impôts est perçu comme une espèce de dû, c'est-à-dire je paye des impôts, donc j'ai droit à ça. Il va falloir leur réexpliquer que non, l'impôt c'est pas un droit qu'on achète, l'impôt c'est une contribution au commun, au bien commun. Et que donc, en fonction de ça, effectivement, la collectivité elle fait des choix. Mais ce qu'on va devoir aussi peut-être expliquer, c'est de dire aux gens, écoutez, le budget, c'est aussi votre budget, et vous avez peut-être le droit, vous, de manifester votre point de vue sur le budget. Donc, l'idée, ce serait de créer une assemblée citoyenne, qui, c'est pour l'instant, j'ai dit, c'est une idée, hein, c'est pas une décision, qui proposerait, qui s'approprierait la question de la détermination du budget, qui élaborerait ou qui commencerait à réfléchir sur comment on peut aménager ce budget, quelles doivent être leurs priorités, les priorités de ce budget sur la ville, etc., etc., de façon à ce que non seulement les habitants renouent avec une responsabilité qui est la leur, qui est de dire je veux que le budget soit orienté comme ci, comme ça, mais si je veux augmenter, par exemple, les services, eh ben, je suis d'accord, moi, pour y contribuer davantage, c'est-à-dire peut-être payer plein d'impôts, et expliquer à mes voisins que ben, c'est peut-être nécessaire, moi qui ai les moyens de payer davantage d'impôts, même si ces impôts-là profitent aussi en solidarité aux populations les moins outillées ou les plus démunies, on va dire. Donc ça, c'est un axe qui peut être important, mais il peut y en avoir plein d'autres qui concernent la vie citoyenne. Et ça veut dire aussi qu'en termes de pratique, on mettrait davantage, on solliciterait davantage les gens par le tirage au sort, comme je disais tout à l'heure. Alors ça peut être ça, mais ça peut être plein d'autres choses. Et donc il y a des structures aussi qu'on n'a pas réussi à mettre en place. Je parlais du conseil des jeunes, on peut aussi parler d'un conseil des sages, on peut aussi parler d'une sorte, ça se fait dans quelques villes, une sorte de conseil ou d'observatoire de la citoyenneté ou de la démocratie locale. C'est-à-dire qu'il y a des habitants qui sont en fait associés régulièrement aux discussions du conseil municipal et des discussions des différentes commissions qui préparent le conseil municipal et qui, parce qu'ils ont un certain recul et qu'ils ont une certaine information, se donnent, ont le droit, on leur attribue le droit d'être critiques vis-à-vis du suivi des actions du conseil municipal. C'est-à-dire, c'est une sorte, c'est comme, comment dire, c'est comme si les gens votaient de façon régulière plutôt que de voter une fois tous les 6 ans. Maintenant, là, ils voteraient régulièrement chaque année en disant, voilà, vous aviez pris l'engagement sur tel budget annuel de faire ceci et cela, voilà ce que vous avez fait, et nous, on trouve que sur tel et tel point, ça correspond pas à ce que vous aviez mis en avant, et donc on se garde le droit de vous adresser un minimum de critiques pour que les choses soient corrigées au budget suivant. Donc ça aussi, ce serait faire vivre la démocratie au quotidien.
Et justement, du coup, vous avez évoqué pas mal d'outils. Donc, il y a l'histoire des comités de quartier, des comités permanents, cette idée d'assemblée citoyenne, de vérifier les budgets chaque année en quelque sorte. Est-ce que vous pensez que ces outils pourraient aussi être utiles sur des plus grosses communes ou à l'inverse sur des communes beaucoup plus petites, ou même au niveau national, ou est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres outils qui seraient plus adaptés? Euh, Moi, je pense que les outils qu'on a essayés là peuvent servir quelle que soit la taille de la commune. Maintenant, j'ai pas d'idée précise de différenciation. Ce que je vois, c'est que euh, c'est peut-être un petit peu pompeux dans un village de 400 habitants d'appeler une structure assemblée citoyenne parce que les gens ont plus l'habitude au niveau du quotidien de se rencontrer, de discuter, etc. Euh, Maintenant, il y a des villes. Enfin, la notion d'assemblée citoyenne, pour moi, la référence c'est Poitiers, quoi, qui a mis en place ce genre de choses. Et Poitiers, c'est près de 100 000 habitants, il me semble. Donc, c'est des villes quand même assez conséquentes. Il y en a eu ailleurs. Euh, je crois pas que la question de la taille de la ville soit en soi un problème. Par contre, il y a une question de structure, c'est l'intercommunalité. Il y a un problème de démocratie dans les intercommunalités, parce qu'il n'y a pas d'élection directe des élus intercommunaux ou métropolitains. Ça passe par la liste municipale. Et très souvent, vu qu'il y a eu des modifications des attributions de compétences entre communes et intercommunalités ou métropoles, il y a déjà quelques années maintenant, très souvent les habitants ils voient pas bien la différence entre les deux. Et c'est très facile politiquement de dire, quand on est d'une commune d'un bord opposé au bord politique de la métropole ou de l'intercommunalité, de dire bah, si ça se passe mal chez nous, c'est de leur faute à eux. Donc c'est très facile parce que on saute un échelon démocratique. Il faudrait peut-être à ce moment-là réfléchir davantage sur le lien entre l'habitant et l'échelon métropolitain ou intercommunal. Et ça, pour l'instant, il y a un chaînon manquant là quelque part. Donc pour moi, la taille en soi n'est pas forcément un souci sur la pratique démocratique, mais la question de la place de l'institution est importante. Et je voulais revenir là-dessus. Quand je parle, par exemple, euh, de conseils. Alors, ça peut être des conseils des sages, ça peut être un observatoire de la démocratie, mais ça peut être aussi des commissions municipales ouvertes, par exemple. Et ça peut se faire quelle que soit la taille de la commune. Ça existe. Oui, effectivement. Ok. Et du coup, dernière question, en 2022, le maire sortant de Bru, donc Philippe Salmon, n'avait pas parrainé la présidentielle. Est-ce que c'est un sujet que vous abordez entre vous et le cas échéant, quels sont vos critères pour choisir votre potentiel parrainage ou pas? Alors, c'est pas un sujet dont on a discuté vraiment. Ok. C'est-à-dire que euh, il y a au sein de l'équipe municipale, il y a, enfin de l'équipe municipale actuelle, il y a une majorité de gens qui sont citoyens au sens qu'ils ne sont pas encartés. Il y a une minorité, il y a un gros tiers environ des élus qui par contre ont soit des sympathies, soit sont encartés dans tel ou tel parti, et que donc effectivement en 2022, le maire n'a parrainé personne. Sauf que il avait mis un élément qui a échappé un petit peu à la presse. Il avait dit moi, je veux bien parrainer à condition qu'il y ait une candidature unique à gauche. Ok. Et en fait, l'ensemble de l'équipe s'est trouvé d'accord avec ce principe. Il y avait l'expérience à Bru il y a une quinzaine d'années d'un maire de gauche aussi, parce qu'il y a eu une alternance, hein, il y avait eu droite, gauche, on va voir ce qui se passe dans quelques semaines. Mais à l'époque, le maire de gauche avait refusé aussi de parrainer un candidat vert aux élections régionales ou départementales. Je sais plus lequel exactement. Donc c'était pas les présidentielles. Hein. Par contre, pour les présidentielles, il avait, avec l'accord de l'équipe de l'époque, accepté de candidater, de supporter un candidat qui risquait de ne pas avoir suffisamment de parrainage. Et donc son principe, c'était de dire, je ne vais pas parrainer quelqu'un par principe, par choix idéologique, je vais parrainer quelqu'un qui, s'il n'a pas les parrainages, ne pourra pas prétendre à avancer ses points de vue dans le débat démocratique. Donc c'était aussi un sujet, c'était une façon de faire que moi je trouvais aussi intéressante. Quoi.
Et je rajoute une question, mais je voulais aussi quand même que vous expliquiez un peu comment vous fonctionnez du coup dans votre liste, parce qu'il y a certaines choses un peu particulières. Vous fonctionnez avec un système de collectif qui a choisi notamment que le maire sortant ne se représente pas. Enfin, c'est qu'il y a une autre personne de la liste qui remplace le maire sortant. Et je voulais que peut-être que vous expliquiez un peu comment vous fonctionnez à l'intérieur de cette liste pour prendre vos décisions. Ils sont un système un peu particulier. Alors, la liste en question actuelle et la tête de liste, le binôme tête de liste actuel, hein, un homme, une femme, sont le résultat d'un processus qui a été inauguré par la mise en place d'un collectif qui se voulait être un collectif citoyen, qui est un collectif citoyen, qui a été initié par deux types de personnes. D'une part, certains élus de la majorité actuelle, dont je fais partie, avec cette volonté de dire on n'a pas envie d'instaurer un processus de captation du pouvoir, c'est-à-dire on n'est pas favorable au fait que l'équipe actuelle se représente, avec en son sein quelques-uns qui ne se présentent pas, et qu'on appelle des gens à boucher les trous. On ne veut pas ce système de reconduction d'habitude de prise du pouvoir. On s'est dit, on va partir non pas d'une page blanche, mais on s'est dit, on a prétendu pendant 6 ans avoir des démarches citoyennes. Et bien pour la nouvelle liste, on veut remettre sur le tapis ce procédé-là et faire appel aux gens, à la population, pour que ils montent une nouvelle liste citoyenne. Ce qui fait que aujourd'hui, dans la liste des candidats actuels, il y a un quart, entre un quart et un tiers d'élus actuels. Et l'énorme majorité, plus des 2 tiers, sont de nouveaux habitants qui ont décidé de se lancer dans l'aventure commune. Mais on s'est inspiré pour ça des listes citoyennes et participatives, hein, notamment une structure qu'on a un peu sollicitée de temps à autre. C'est pas notre gourou, hein, mais on trouve qu'il y a des choses intéressantes. C'est Fréquence Commune, l'association Fréquence Commune et l'association Accent Commune, qui sont suite à l'expérience de Saillant, hein, en 2014-2020, qui se sont montés pour aider les listes citoyennes qui veulent se lancer à la conquête du pouvoir municipal. Et donc, ce collectif fonctionne. Ce collectif a désigné par des processus, quelquefois des processus d'élection sans candidat, quelquefois d'autres types de processus, parce qu'on appelle les votes, des votes majoritaires. Enfin, c'est des votes qui sont dosés selon des niveaux d'appréciation, de façon à travailler surtout sur le consensus et puis à travailler d'après des méthodes de décision qui sont, par exemple, la DASO, la décision avec 0 objection, qui est une forme un petit peu élaborée du consentement et qui oblige un petit peu à aller au fond des débats, à chacun à s'exprimer, plutôt que après un certain débat, quand on est un petit peu fatigué et qu'on se dit est-ce que c'est la peine de continuer à défendre mon point de vue, ben on se résout plus ou moins à se couler dans le moule et à adhérer en apparence, c'est ce qu'on appelle un consentement mou, à quelque chose qui ressemble à peu près à ce qu'on pense, mais on n'en est pas complètement d'accord, mais on plonge là-dedans par la lassitude du débat. Quand vous pratiquez une DASO, vous êtes obligé d'aller jusqu'au fond. Les débats, et c'est un meilleur fonctionnement démocratique. Donc c'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à présent, et on trouve que c'est important d'avoir fonctionné comme ça pour la création de la liste, parce que pour la future liste, il nous semble que c'est une sorte de garantie que on va pouvoir essayer de continuer à fonctionner comme ça vis-à-vis de la population. Donc ça, ça c'est clair, hein. Si on a peur entre soi, dans une simple équipe, dans une équipe, simplement au niveau d'une équipe, d'aller au bout des discussions, pour prendre des décisions qui impactent, on peut penser que face à des gens, des habitants qui sont pas forcément d'accord avec ce que vous défendez, on aura encore un petit peu plus de mal à défendre son propre point de vue. Donc en soi, ce mode de fonctionnement, c'est aussi une école de la démocratie, parce que le citoyen, il n'est pas le citoyen lambda qui est intéressé par ça, il n'est pas forcément rodé au débat démocratique. C'est des choses qu'il faut apprendre. C'est des choses qu'on nous apprend pas forcément à l'école de façon, c'est pas naturel. Donc c'est des pratiques sur lesquelles il faut avancer, il faut progresser. C'est pas donné. Et dernière question pour de vrai. Vous avez mentionné le fait que du coup dans la nouvelle liste, si jamais elle était réélue, il y aurait 2 tiers de citoyens qui n'étaient
pas élu auparavant. Et est-ce que du coup il y a des formations qui se font pour apprendre à être élu local, ou est-ce que ça se fait au fur et à mesure Il y a des formations et on a fait plus que ça, c'est-à-dire qu'on a écrit une charte du candidat et du futur élu dans lesquelles il y a notamment le fait qu'il y a obligation pour tout nouvel élu de se former aux fondamentaux du rôle d'élu et sur les techniques fondamentales qu'on doit tous partager. Je vous prends un exemple. On n'a pas fait ça en 2020 quand on a été élu. Hein. Et par exemple, il y a des tas d'organismes de formation qui s'adressent aux élus et qui savent très bien que la première année, il y a plein d'élus qui ont besoin d'être formés. Donc, l'offre, elle existe. Ensuite, est-ce qu'on décide d'y aller ou pas? Ben ça, l'élu, par exemple, qui n'est pas élu au budget, va se dire, oh là là, le budget c'est compliqué, je vais laisser ça aux gens qui s'en occupent. Très bien. En réalité, 1 an après, on discute du premier budget et les 3/4 des élus, ils comprennent rien parce qu'ils n'ont pas suivi la formation. Ils sont noyés dans les tableaux, ils sont noyés dans les chiffres, etc., etc. Or, ils ont, eux, en termes de choix et de moyens et de besoins par rapport à leur propre secteur d'activité, ils ont besoin non seulement de comprendre, mais de défendre leur projet de fonctionnement. Si vous voulez des postes supplémentaires ici ou là ou des moyens ou etc., il faut pouvoir comprendre comment fonctionne le budget. Mais si vous y comprenez rien et qu'en face vous avez un directeur des finances et puis un adjoint au budget qui vous dit oh là là non c'est pas possible parce que ceci parce que cela, qu'est-ce que vous faites? Rien. Et là on commence à avoir des fissures dans l'équipe, il n'y a plus de cohésion parce qu'il commence à y avoir des batailles de chapelle, d'intérêts, etc. et d'incompréhension mutuelle. Donc il est impératif pour une équipe qui arrive aux affaires de se former, y compris sur des sujets auxquels, en apparence, au premier plan, ils ne seraient pas concernés. Le budget, c'est typique de ça. Mais vous avez d'autres choses. Vous avez le fonctionnement de groupe. Je veux dire, une équipe municipale, vous pouvez avoir la moitié des gens qui n'ont jamais appris à fonctionner dans une équipe. Ils savent pas ce que c'est. Ou alors, leur fonctionnement, c'est parce qu'ils ont un responsable, ils sont dans une entreprise, ils ont un chef, ils ont un responsable, etc. Voilà, c'est eux. Ils reçoivent les consignes. Ou alors, parce qu'ils ont été cadres ou autres, ils imaginent qu'il suffit de donner des consignes pour que ça suive. Mais le rôle d'élu dans une équipe, c'est complètement différent. On a un mandat de la part de la population, on travaille en équipe et on a des orientations globales. Comment on gère? Être fidèle à ces orientations, tout en écoutant les gens par qui on a été élu, et en discutant et en négociant avec ses alter-ego, même si on n'a pas les mêmes expériences. Il faut apprendre à fonctionner en équipe. Ça aussi, c'est un fondamental de la démocratie. Parce que sinon, voilà, si on n'apprend pas à discuter, on finit tôt ou tard par se taper dessus. Et là, c'est la fin des haricots, quoi. Je veux dire, on n'arrive plus à faire quelque chose de commun. Donc les formations, c'est quelque chose de capital. La première année, il faut absolument mettre le paquet là-dessus. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je vous en prie.